froid, un printemps maussade dans la région. Le scénario est récurrent depuis plusieurs années. Du coup, sur le littoral, les professionnels résignés prennent leur mal en patience. Et puis malgré une année difficile et la perte d'un sponsor, le MAHB réalise une saison satisfaisante avec la Coupe de France toujours en ligne de mire. Le club a misé sur ses jeunes, un bon calcul sportif et financier. Enfin, la saga du cirque Alexis Grus, une histoire de famille et une philosophie de vie. C'est la 20e saison du cirque qui reprend le 6 mai dans le parc familial de Piolinck dans le Vaucluse. Certains sont habitués et s'organisent, d'autres commencent à trouver le temps long. Les professionnels du tourisme et notamment les restaurateurs doivent composer avec un printemps particulièrement maussade, une situation qu'ils ont déjà connue les années précédentes. État des lieux sur le littoral héroltais avec Vincent Pereira de midilibre.fr. L'économie suivant la météo, ces derniers jours sur notre littoral sont très préoccupants pour les restaurants de plage. Comme ici, à Palavas et à Sète. S'il fait beau, on a du monde. S'il fait pas beau, c'est la catastrophe. Là, nous sommes un petit peu en catastrophe, mais on ne perd pas l'espoir. D'après ces saisonniers, en avril et en mai, c'est en moyenne un week-end sur 2 où la météo est mauvaise. Mais en plus, cette année, un autre facteur est de la partie. C'est surtout au niveau des températures que c'est vraiment mal. C'est la première fois moi, que je mets le blouson pour venir à la plage. Conséquence, les plages sont désertes et les saisonniers rongent leurs freins. À midi, on a fait 4 clients. C'est pas énorme. Pour une capacité d'accueil de 200 personnes, c'est pas terrible. Si certains restaurants de plage débuteront leur saison ce 1er mai, d'autres ont étalé leur ouverture depuis début avril. Et là, se pose le problème du personnel. Chacun a sa solution. Hier, on a fait un couvert, donc aujourd'hui, on a décidé de fermer, donc on a renvoyé le personnel chez lui et on a pris du personnel juste pour garder la plage, pour garder la structure, mais personne ne travaille. Voilà. J'ai la chance d'avoir un cuisinier qui est mon neveu, un aide cuisinier qui est mon cousin, donc bon, on s'arrange comme ça tant que la météo n'est pas certaine. Mais nous avons des employés, ils viennent travailler le matin, à tour de rôle, ils se reposent, ils composent, on compose un peu avec eux. Ils sont souples, ça fait longtemps qu'ils travaillent avec nous, c'est les mêmes personnes, ils sont habitués à ce genre d'aléas. La gestion du personnel est très difficile. Alors la seule solution, c'est de l'employer pour améliorer notre structure, faire des peintures, améliorer les petits détails qu'on a oubliés l'année dernière, etc. Et ça nous permet de garder l'espoir pour le soleil. D'après les anciens, il faudra patienter et rester zen jusqu'à la fin des cavaliers et des seins de glace pour voir arriver le soleil de manière pérenne. Ce devrait être le 13 mai, un petit répit pour les langoustes. Et on reste sur le littoral avec les pavillons bleus décernés aujourd'hui à 92 ports français, dont une vingtaine dans la région. L'Hérault est le 2e département français à compter le plus grand nombre de ports labellisés. Parmi les têtes d'affiche, la Grande Motte ou encore Port-Camargue. Reportage, Vincent Prieur, Denis Tully. Le pavillon bleu et les ports languedociens, c'est une affaire qui marche. À eux deux, les ports de la Grande Motte et de Port-Camargue détiennent l'équivalent de 43 ans de labellisation. Ce label est décerné aux ports du monde entier, respectant plusieurs critères très stricts. On a, si vous voulez, une feuille de route à rendre compte au pavillon bleu sur l'état de nos structures et les nouvelles événements ou modifications. Ce label n'a pas uniquement un titre honorifique, il a aussi un enjeu économique, ce qui permet aux villes portuaires d'attirer les plaisanciers du monde entier à la recherche d'un environnement de qualité. Notre clientèle d'Europe du Nord surveille de près cette labellisation, c'est un critère de qualité pour eux, à savoir l'environnement, mais tout le reste également, le cadre de vie, la qualité des eaux, la salubrité, la propreté de nos espaces publics. Tout ça rentre bien entendu dans ces critères d'appréciation du pavillon bleu. Conserver ce label n'est pas chose facile, mais ces ports le détiennent depuis maintenant de nombreuses années. Ils gagent que ces sites font partie de l'élite dans le domaine de l'environnement. Le célèbre raseteur Sabri Alouani entre dans une nouvelle arène politique cette fois. Il est candidat au municipal à Vendargues aux côtés de Lionel Espérou, un ancien allié du maire sortant Pierre de Dieuzer. Alouani, star des arènes, sera là pour booster la campagne du candidat Espérou, fâché avec le maire. Le hand montpelliérain a connu une année extra-sportive et financière particulièrement difficile. Pourtant, le bilan de la saison du MAHB est plutôt satisfaisant. Une 2e place en championnat et une 12e Coupe de France encore possible. Le club s'appuie de plus en plus sur les jeunes de son centre de formation et sa marche. Explication, Mouad El Yakabi.
En proie à des difficultés budgétaires depuis que l'un de ses principaux sponsors a retiré son financement, le MHB peut toujours se reposer sur l'un de ses points forts, son centre de formation. Le club organise régulièrement des journées de détection, conscient que la promotion de jeunes issus du club peut être une solution, certes risquée mais moins onéreuse. Je pense que quand on a, comme on a eu cette année, des petits problèmes où des joueurs cadres ne sont plus là et ont dû partir, s'appuyer sur un centre de formation avec des joueurs, certes, qui sont encore en devenir, mais qui peuvent déjà apporter, c'est super intéressant, sportivement et financièrement. Et à voir le nombre de jeunes présents à cette journée et la distance qu'ils ont parcourue, on se rend compte que la réputation du MHB, un an après les faits, n'a pas réellement souffert de l'affaire des paris supposés truqués. L'histoire des paris, je pense, n'a pas entaché aucunement le club de Montpellier, qui est tout à fait crédible. Je pense que ça a quand même été toujours une politique du club de Montpellier de faire confiance aux jeunes issus du centre de formation, donc j'espère que ça continuera et que mon fils arrivera à y rentrer, voilà, tout simplement. Un attrait accentué évidemment par l'histoire du club. À l'image d'un Rémi Desbonnets cette année, le MHB a toujours donné leur chance à ces jeunes, y compris dans les matchs importants. En Champions League, il y a 10 ans, regardez la composition de l'équipe, il y avait déjà 50% de l'effectif qui était issu du centre de formation. Ça, c'est une culture de Montpellier. Et la formation n'est pas du tout antinomique avec les ambitions et le haut niveau. 10 ans après son sacre en Champions League, qui sait, peut-être que la prochaine génération dorée du MHB se trouve parmi ces jeunes. Le festival de jazz à Junas dans le Gard fête ses 20 ans du 13 au 20 juillet. Au programme, une rétrospective de ces 20 ans de rencontres avec 16 concerts répartis entre les carrières millénaires et le temple. Des artistes venus du monde entier vont faire vibrer les spectateurs avec un son allant du jazz classique à l'acoustique. Des surprises sont annoncées, musicales ou pas. Nous, ça nous tenait à cœur de pouvoir refaire des clins d'œil à des pays comme la Lituanie, comme la Hongrie qu'on a invité il y a quelques années. Donc on retrouvera des musiciens qui sont venus lorsqu'on avait invité ces pays-là, mais aussi des musiciens qu'on n'avait pas pu faire à l'époque, ou des projets qui nous ont emballés récemment et qu'on voulait absolument montrer. Donc on va avoir cette résurgence de pays qu'on avait invités. Il y aura 6 concerts au Temple gratuits cette année, dès le 13 juillet. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, ce qui nous paraît important de montrer. Donc il y aura des choses très très mélodiques, très très touchantes. On aura des concerts vraiment à fleur de peau. On aura aussi des concerts beaucoup plus free, beaucoup plus énergiques. Il y aura des choses de tout genre. Il y aura des choses plus classiques aussi. C'est une histoire de famille, une saga du cirque qu'aime raconter Alexis Grus, un autodidacte qui a trouvé dans son art une philosophie de vie. Cette année, c'est la 20e saison qui va démarrer le 6 mai dans le parc familial de Piolinck, dans le Vaucluse. Alexis Grus et sa famille ont ouvert leurs portes à Olivier Michel. Reportage. Alexis Grus, fils d'André Grus, porte le nom de son oncle qui fonda en 1943 le cirque Grus-Janet. Sa fille Maude porte le nom de sa grand-mère et son fils Firmin celui de son grand-père Bouglione. De là à dire que le cirque Grus est une affaire de famille, il n'y a qu'un pas qu'il ne faut pas franchir. J'aime pas le mot affaire. C'est un mot que j'aime pas du tout. Je laisse ça aux hommes d'affaires. Moi, je suis pas un homme d'affaires, je suis un homme de cirque, je suis un homme de cheval. Je suis un passionné. Une passion qui, pour les Grus, se transmet depuis 6 générations autour de cette piste. C'est un lieu de rencontre, de création, de formation, d'éducation, d'initiation. Souvent, on me dit, mais vous êtes autodidacte. Je dis, oui, mais c'est quoi pour vous un autodidacte? Et souvent, on me répond, c'est quelqu'un qui apprend par lui-même. Je dis, non, c'est le contraire. Un autodidacte, c'est quelqu'un qui observe mieux les autres. Et lorsque l'on voit son père, son oncle, sa tante et son grand-père évoluer sur la piste, on se dit que la voie est toute tracée, comme pour Alexandre et Charles, les jumeaux de Stéphane Grus. On tient à ce que nos enfants aillent à l'école, suivent une scolarité tout à fait normale pour leur donner le choix. C'est-à-dire que ce n'est pas un métier qu'ils font parce qu'ils s'appellent Grus. Ils font ce métier parce qu'ils ont eu la chance de grandir dans cet univers magique. Et c'est vrai que quand on est un enfant et qu'on grandit dans le milieu du cirque, c'est magique parce qu'on travaille avec des animaux, on travaille avec des artistes, on côtoie des musiciens, on côtoie des danseurs. Et automatiquement, la fibre artistique se développe beaucoup plus vite chez les enfants qui grandissent au cirque que chez d'autres. Mais bien sûr, et puis, ça peut arriver qu'ils n'aient pas envie de faire ça. Mais c'est vrai que c'est rare. Quand je voyais mes parents sur la piste enfant, j'avais une envie, c'était de les rejoindre et de faire la même chose qu'eux. À compter du 6 mai, tous se retrouveront en piste à Piolinck, l'occasion de voir les dernières représentations du spectacle Ellipse, 39e création, savant et artistique mélange des arts, du cirque et du cinéma.